Tout de suite, le sommaire. Un nouveau traité de partenariat de défense entre la France et le Sénégal et un prêt de 80 milliards de francs CFA. C'est le résultat de la visite du président de la République à Paris. Macky Sall et Nicolas Sarkozy ont également abordé les crises en Afrique de l'Ouest. Législative du 1er juillet 2012, les femmes en action, leur ambition fait respecter la parité, entrée en force à l'Assemblée nationale. Et puis sport, lutte face à face Balla Gaye-Yekini. Nous serons tout à l'heure en direct avec notre reporter Mandik Kandoum et vous saurez à peu près tout sur ce combat. Ce sera dans notre rubrique Compte à rebours qui démarre ce soir. Première visite de Macky Sall hors du continent en France. Le président de la République a rencontré Nicolas Sarkozy. Les deux chefs d'État ont signé un nouveau traité de partenariat de défense. Le président sénégalais a également donc obtenu un prêt de 130 millions d'euros, environ 80 milliards de francs CFA. Côté international, les deux présidents ont évoqué la crise en Afrique de l'Ouest, notamment en Guinée-Bissau et au Nord Mali. Le nouveau président sénégalais a réservé à la France sa première visite hors du continent africain. Macky Sall, chaleureusement salué et invité à déjeuner par le président Sarkozy. À coup de cher Nicolas, cher Macky, ces deux-là ont rappelé qu'ils se connaissaient depuis longtemps. À Paris, le président sénégalais a obtenu un prêt de 130 millions d'euros. Un ballon d'oxygène, a-t-il commenté. Signature aussi d'un nouvel accord de défense, vitrine pour les deux États d'une relation rénovée. Le président Macky Sall a dit une nouvelle relation. Ça veut dire quoi? Totale transparence, publication des accords de défense. Développement économique, développement dans la formation, coopération. Le temps de la colonisation est derrière nous. Côté international, les deux présidents ont évoqué les crises en Afrique de l'Ouest. Le putsch en Guinée-Bissau, voisin encombrant du Sénégal, et bien sûr le Mali, aujourd'hui coupé en deux. Au nord, les rébellions Touareg et surtout la présence d'Al-Qaïda au Maghreb islamique préoccupent fortement Paris et Dakar. Le péril terroriste est une réalité qui touche tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et aujourd'hui le Sénégal est devenu un pays de la ligne de front. Donc d'où la nécessité, et je l'ai dit au président Sarkozy, de nous renforcer, de renforcer notre coopération en matière d'échange d'informations sur ces questions de sécurité qui menacent la stabilité même de l'Afrique de l'Ouest. Avant de repartir, Macky Sall a profité de sa tribune internationale pour faire une annonce. Il va instaurer dès maintenant au Sénégal le quinquennat renouvelable une seule fois. C'était l'une de ses promesses fortes de campagne avec la lutte contre la corruption. Après Banjul, le chef de l'État s'est donc rendu à Paris. Visite de Aminata Touré au palais de justice. Ce déplacement a permis au nouveau ministre de s'enquérir des conditions de travail des magistrats. Elle a également réaffirmé sa volonté de combattre l'impunité. Alioune Badara Kane. Ce bâtiment est à la fois un bijou et une vitrine pour la justice sénégalaise. Aminata Touré ne s'y est pas trompée. La voilà qui réserve sa première sortie au palais de justice de Dakar. Une démarche de proximité pour la nouvelle garde des Sceaux, ministre de la Justice. Toutes les juridictions ont reçu sa visite. Elle est désormais outillée pour savoir dans quelles conditions travaillent ses serviteurs de la justice. D'une manière générale, j'ai trouvé les locaux propres, le service organisé, avec des bureaux d'information pour les clients. Et je pense que les conditions, en tout cas matérielles d'exercice d'une bonne justice sont réunies. L'une des préoccupations, c'est de sécuriser le palais de justice. Vous savez, il y a eu un grand investissement de 3 milliards de francs CFA. Donc il faut qu'on sécurise ce qui est un bien national. Une fois les conditions de travail de la magistrature renforcées, Aminata veut déployer toute son énergie dans la lutte contre l'impunité. Cela passe par une justice proche des justiciables. Évidemment, nous voulons délivrer la justice, mais il faut toujours se rappeler qu'il y a toujours deux parties. Et il y a également la défense qui a un droit. Donc il ne faudrait pas également qu'on perde de vue qu'on ne peut pas s'engager dans un dispositif de justice expéditive. Mais également l'impunité au niveau où on trouve des Sénégalais de conditions normales qui estiment qu'ils ont été bafoués dans leurs droits et qu'ils puissent accéder à la justice. Des engagements fermes pour Aminata Touré qui compte marquer son passage à la tête de la justice.
un département clé, socle de la démocratie. Alioune Badara Kane, passation de service au ministère de la Famille et de la Petite Enfance entre Aïda Mbodj et Ibrahima Sall. Nouveau ministre de l'Éducation nationale en charge du préscolaire, Aïda Mbodj a souhaité bonne chance à M. Sall, qui à son tour a salué l'esprit républicain de son prédécesseur. Il s'est engagé à prendre en charge toutes les difficultés du préscolaire, un service désormais rattaché à son département. Parlons des législatives du 1er juillet 2012. L'Observatoire national pour la parité veille sur le respect de la loi. À ce propos, il a rencontré la Sénat, la Commission électorale nationale autonome qui entend appliquer la loi dans toute sa rigueur. Diaïna Badja. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, les hommes et des femmes vont aux élections à chance égale. L'application de la loi sur la parité est une préoccupation des associations féminines pour s'assurer qu'elle sera effective aux élections législatives prévues le 1er juillet. Les membres de l'Observatoire national pour la parité comptent sur le soutien de la Sénat. Nous avons rencontré ce premier acteur qui est la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, dans le cadre de ses missions de contrôle du processus et voir ensemble comment nous pourrions mutualiser nos efforts pour nous assurer que les dispositions paritaires qui sont dans le code électoral vont effectivement être appliquées, notamment donc la réception des listes qui est une compétence de la Sénat. La Sénat, conformément à sa mission, va veiller à l'effectivité de ce dispositif du code électoral. Tous les partis politiques sont contraints de respecter la parité absolue sur toutes les listes électorales. Nous avons donc pour nous l'obligation de nous imposer la loi avant de la faire imposer aux autres et nous veillerons effectivement, comme l'a rappelé la présidente, au moment de la réception des listes, que cette liste comporte bien, à peine d'irrecevabilité, je dois le préciser, la parité homme-femme, femme-homme, comme l'a indiqué la loi et comme l'ont précisé les décrets d'application. L'Observatoire national pour la parité joue un rôle de suivi, de veille et d'alerte. Après la Sénat, il va s'entretenir avec les autres acteurs du processus électoral. Cette démarche de consultation, d'échange, lui permettra de voir si toutes les préoccupations des femmes sont prises en charge. Le caucus parité est donc lancé. Les femmes leaders se préparent pour les législatives. Un programme d'accompagnement des candidates vient d'être validé. Formation, ateliers, communication, autant d'actions seront menées pour outiller les femmes en lice en vue de maximiser leurs chances d'accéder à l'Assemblée nationale. Amsatou Sey. Elles sont socialistes ou libérales de convictions politiques différentes, mais sont toutes réunies au sein du caucus des femmes leaders. Elles se préparent pour les législatives. Des élections inscrites sous le sceau de la parité, qu'elles comptent bien faire respecter au sein de leur parti. La loi nous l'impose, la parité. La loi nous l'impose. Les hommes n'ont pas d'autre choix que de l'accepter. En tant que femme PDS. Nous, les femmes du PDS, nous devons appliquer et faire appliquer la parité. Notre parti est le précurseur de cette loi. Nous allons l'appliquer et de la plus belle manière en mettant les femmes en avant. Ce qui est sûr, c'est que ils vont également, tout le monde va tenir compte de la loi sur la parité qui exige que toute liste qui doit être déposée doit venir avec une parité parfaite. C'est-à-dire 50-50, 50 hommes, 50 femmes. Des candidates qui seront accompagnées techniquement pour ces élections. Pour une fois, les femmes auront toutes les informations techniques liées aux problèmes, liées aux mesures sur les problèmes de leur localité, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'eau, de l'assainissement. Ils auront la mesure de la réalité. Mais l'appui ne sera pas que technique. La communication sera aussi prise en compte. Nous allons les aider à faire des campagnes in vitro. C'est des expériences que nous tirons de notre compagnonnage avec les femmes de la RDC. Elles seront dans des espaces avec des populations qui vont les interpeller. Au même moment, les spécialistes en communication vont les aider à affiner leur technique de communication. Les femmes du caucus seront appuyées dans leurs actions par des partenaires. La Fondation Félix Ebert a accepté d'appuyer le caucus dans le déroulement de ce programme, d'autant plus qu'elle a été, comme le sait certainement la majeure partie des personnes ici présentes, l'institution qui accompagnait
techniquement et financièrement les organisations féminines à travers le COSEF durant tout le processus qui aboutit à la parité. Encore quelques mois pour les législatives, mais d'ores et déjà, osons espérer qu'hommes et femmes seront à égalité, pour ne pas dire à parité. Parlant justement de ces législatives, des responsables du Parti démocratique sénégalais se sont démarqués de leur parti et ont annoncé la mise sur pied de l'alliance Bokk Gis Gis, c'est-à-dire Vision, pour former une liste commune aux législatives de juillet. Ses membres, composés de Pape Diop, Mamadou Seck, Moustapha Guirassy, Thierno Lo, Bekay Diop et Ndeye Khady Diop, étaient face à la presse ce matin. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le 1er mai, fête du travail, c'est pour bientôt. La CNTS-FC, Force du Changement donc, se mobilise pour sa préparation. La centrale syndicale dirigée par Cheikh Diop appelle par ailleurs les nouvelles autorités à une large concertation sur la situation socio-économique du pays. C'était lors d'une conférence de presse tenue hier. C'est un compte-rendu de Maman Moussagna. Voilà un an depuis que les premières élections générales de représentativité se sont tenues au Sénégal. Une célébration qui coïncide avec l'approche de la fête du 1er mai, occasion saisie par les forces du changement pour dénoncer le plan mis en œuvre par l'ancien régime pour déstabiliser la CNTS-FC. Nous attendons de monsieur le président de la République nouvellement élu, monsieur Macky Sall, et de son gouvernement, la réparation plutôt des injustices que l'ancien ministre de l'Intérieur a infligées à la CNTS Force du Changement. Nous attirons l'attention des autorités sur la question des politiques énergétiques qui sont aujourd'hui dévoyées par un groupe de lobby. En cette veille de la fête internationale du travail, la CNTS-FC plaide pour un état des lieux des revendications sociales, rappelle les urgences du mouvement syndical dans les secteurs énergétiques, miniers, textiles, dans le monde rural. Partout, des difficultés sont notées. Dès lors, un dialogue social avec l'État est imminent. Nous pensons qu'il faut refixer les repères du dialogue social dans leur véritable contexte, y apporter des innovations nécessaires, car les mécanismes qui sous-tendent le dialogue social actuel sont devenus archaïques. Nous pensons qu'il est impératif de procéder à l'état des lieux de l'action revendicative des syndicats dans le but d'y apporter des solutions concertées et de jeter les bases d'un dialogue social rénové. Le 1er mai, la CNTS-FC compte y participer activement. Nous voulons simplement, sur ce cas précis, attirer l'attention des nouvelles autorités. Tout au moins, ils n'ont qu'à attendre la décision de justice parce que le dossier est en cours. Les forces du changement ont par ailleurs annoncé leur soutien à Assane Diop, candidat sénégalais à la tête du BIT. La FIARA 2012 se poursuit au CICES. Cette 13e édition est marquée au-delà des expositions par des forums et conférences sur l'agriculture et les ressources animales. À la suite de l'USAID PCE, le PROMER et ses partenaires se sont penchés sur la place de l'entrepreneuriat rural dans les politiques nationales de création de richesses et d'emplois. Youssouf Kaba. Après 15 ans d'existence dans le centre et le sud-est du pays, le projet de promotion de l'entrepreneuriat rural PROMER a largement dépassé ses objectifs en termes de création de richesses et d'emplois. Cette révélation est du responsable des opérations techniques du projet. Aujourd'hui, l'ambition reste le partage de l'expérience avec les partenaires de l'État pour tout projet similaire, a-t-il ajouté. Notre objectif était de capitaliser l'expérience du projet et de permettre à l'État de pouvoir faire la continuation. Et les recommandations qui commencent à sortir déjà nous rassurent parce que déjà le bailleur principal qui est le FIDA va prendre en charge l'entrepreneuriat dans son nouveau programme que nous appelons PADR, mais aussi il y a un engagement fort de l'État pour pérenniser le service d'appui à la finance rurale qui est un outil stratégique du projet. Les groupements de femmes et des jeunes ont été les premiers bénéficiaires du projet. Ils ont acquis des connaissances en matière de l'entrepreneuriat rural qui leur permettent de se prendre en charge même au-delà de la durée d'exécution du programme. PROMER
partenaire nous a beaucoup aidés. En matière de formation, nous sommes vraiment à l'aise. Nous sommes bien outillés dans la transformation des produits agricoles. Cela au regard des résultats auxquels nous sommes parvenus. Le Promer a reçu beaucoup de formations en 2009 et a participé à beaucoup de rencontres donc, de capitalisation et de production. C'est la raison pour laquelle le Promer a diffusé et édité beaucoup de documents de capitalisation qui portent un peu sur les outils méthodologiques, les moyens mis en œuvre, donc de l'information à la sensibilisation jusqu'au développement de la micro-entreprise rurale. Donc ce sont des outils qui sont là disponibles et le Promer ne peut pas partir sans pour autant partager avec les partenaires de développement. Le projet de croissance économique PCE, financé par le peuple américain à travers l'USAID, se déploie également pour la promotion du riz parfumé produit dans la vallée du fleuve et sur les plateaux au sud du pays. Une conférence de presse a été donnée à l'occasion pour le présenter au grand public. On travaille avec des variétés pluviales où on ne travaille pas avec la double culture, si vous voulez. Mais on essaye de pallier à ça avec des producteurs semenciers qui mettent des productions de semences Lyrica de contre-saison qui vont permettre d'accélérer, si vous voulez, le rythme de production de semences. Donc l'idée, c'est vraiment, en travaillant avec le secteur privé, d'exponentialiser, si vous voulez, la production de semences certifiées de manière à vraiment augmenter la disponibilité de ces variétés-là. La FIARA, un lieu d'échange, mais aussi un instrument d'évaluation incontournable pour les acteurs de l'agriculture et de l'élevage. Devenu une institution, l'événement se veut une vitrine pour les producteurs agricoles de la sous-région. Et nous parlons éducation. L'année scolaire est perturbée, mais le ministère de l'Éducation, garant de la validité des enseignements du premier cycle, a pris toutes les dispositions pour éviter à notre pays une année blanche. Du côté des syndicats, on reste ouvert au dialogue, même si on se refuse de dévoiler les stratégies de négociation. Sur le terrain, les élèves du secondaire sont fortement secoués par les perturbations. Tahaba, reportage. Image rare, des élèves en salle de classe au lycée Blaise Diagne pour suivre un cours de chimie, même si l'enseignement est assuré par un professeur stagiaire. À quelques mètres de là, au collège d'enseignement moyen du même nom, les classes d'examen font également cours. En vérité, pour certaines classes quand même, les cours fonctionnent normalement. Les élèves des classes intermédiaires sont dans la cour de l'école, délogés qu'ils sont par ce groupe d'élèves. Il en a fait de même au collège Malixi. Avec leur slogan « Libérer, libérer », et finalement, tout le monde est sorti. Bon, on leur a empêché de jeter des pierres, mais ils ont menacé de jeter des pierres. Donc on a évacué les élèves, n'est-ce pas, pour éviter qu'ils soient blessés. Difficile donc de trouver à Dakar des établissements fonctionnels à 100%. L'influence de la grève dans le cours moyen est effective. Il y a des militants du QSEMS qui sont là et qui ont observé la grève depuis que les plans d'action ont été déroulés. Il y a un pourcentage d'enseignants quand même qui sont absents. Et cela quotidiennement. Depuis le début de la grève, nous sommes autour de 40%. Le cadre unitaire syndical de l'enseignement du moyen secondaire a complètement paralysé dans certains endroits du Sénégal l'année scolaire. Le niveau de perturbation dans les communes comme Dakar, comme Saint-Louis, comme Thiès est très différent du niveau de perturbation au niveau des communautés rurales. On ne peut pas dire que les problèmes ont suffisamment gangréné l'école pour que l'on puisse jeter le bébé avec l'eau du bain. Des salles de classe vides, des lycées fermés, le quantum horaire est menacé. Au Sénégal, le quantum horaire calculé d'octobre à juillet, c'est pratiquement 1200 heures. 1200 heures. Ce qui nous met au-dessus véritablement d'une certaine parabole qui sécurise les enseignements apprentissages. Mais il faut dire aujourd'hui que ce quantum est grevé dans certains endroits. Du côté des syndicats, le QSEM reste ouvert aux négociations et est dans l'attente d'un signal fort de la part du nouveau gouvernement. Nous, ce que nous attendons de manière nette, claire et précise, c'est qu'il y ait des négociations franches et sincères autour de la plateforme du QSEMS et le gouvernement puisse prendre des engagements fermes. Le syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire affilié au QSEMS a suspendu son mot d'ordre.
mais de continuer la rétention des notes et le boycott des compositions. Les deux formes de lutte sont différentes, mais les plateformes ont de commun les revendications à caractère financier. Au CUSEMS, sur les 6 points, les deux dits essentiels concernent l'alignement des indemnités de logement et l'augmentation du salaire des vacataires. Parce que les vacataires perçoivent 110 000 francs par mois, 10 mois sur 12. Donc le salaire n'est pas annuel. Et ensuite, ils ont un reliquat à la fin du mois de juin. Mais nous avons constaté qu'il y a énormément de problèmes autour de ces reliquats. Nous avons dit pour régler tous ces problèmes, il faut aujourd'hui donner un salaire fixe aux vacataires, un salaire de 150 000 francs. Du préscolaire au supérieur, en passant par le moyen secondaire, l'enseignant perçoit 60 000 francs comme indemnité de logement, alors que sa maison est considérée comme un outil pédagogique. Ailleurs, dans les autres corps, avec le certificat d'études, on a 75 000 francs. Avec le bac, on a 150 000 francs. Au-delà de ces revendications, les syndicats ont aussi des solutions pour sauver ce qui reste de l'année. Demander au ministère de tutelle de faire l'état des lieux qu'il va publier au cours du conseil interministériel pour que nul n'en ignore. Et à partir de ce moment-là, essayer de faire des propositions de rémédiation. Du côté du ministère de l'Éducation, on exclut toute idée sur une année blanche ou invalide. Le découpage de l'année scolaire, les programmes qui sont mis en place, les curricula, c'est du ressort exclusif du ministère de l'Éducation. Le ministère a donc les cartes en main au plan académique. La levée des mots d'ordre des syndicats va peut-être se faire avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, vivement la reprise des cours à Dakar de Médina Gounass. Les difficultés se signalent et l'on peut d'ores et déjà citer le manque d'eau, mais les services de l'État sont à pied d'œuvre pour mettre les fidèles dans de meilleures conditions. Le point avec Mamadou Sambambao. Des difficultés. Le Dakar de Médina Gounass en a enregistré cette année. Elles sont multiples et touchent presque à tous les aspects organisationnels. Au niveau des bâches, nous avons reçu 906 bâches, alors que nous avons fait une demande de 1500 bâches. L'année dernière, on était déjà à 1200. À défaut de pouvoir avoir les 1200 bâches, il fallait au moins atteindre les 1000 bâches. Les gens n'avaient pas pris les mesures nécessaires parce qu'ils espéraient, comme l'année dernière, avoir des bâches. Au niveau de l'eau aussi, nous avions demandé 30 camions-citernes, 35 camions-citernes. Nous avons reçu 16 camions-citernes. C'est vrai, d'une capacité grande de 10 mètres cubes. S'agissant de l'eau, la vétusté du réseau et sa sous-utilisation ont occasionné plusieurs désagréments. Après le cas, le réseau n'est pas utilisé. Jusqu'à 12 mois après, on revient et ça trouve que le réseau n'est pas en charge. Et là, ça nous crée des problèmes au démarrage. Et on constate qu'il y a beaucoup de fuites d'eau, beaucoup de tuyaux cassés. Un dispositif est cependant mis en place pour juguler ces problèmes. On a 17 camions citernes, dont 15 camions citernes de 10 mètres cubes et 2 camions citernes de 8 mètres cubes. Et avec 25 bâches, chaque bâche 10 mètres cubes. La SDA a pour sa part apporté son assistance technique à la brigade des puits et forages, ce qui a permis des interventions rapides sur le réseau. Ce qu'il faut, c'est de reprendre toutes les installations, toutes les canalisations et tous les branchements, et que tout rénover. Les services de l'hydraulique rassurent quand même, tout sera mis en œuvre pour éviter une pénurie d'eau sur le site du Dakar et dans la cité de Médina Gounass. La ressource est disponible et les techniciens sont à pied d'œuvre. Nous allons à présent parler lutte sénégalaise et nous recevons sur ce plateau Koumba Diakhaté-Mar. Bonsoir Koumba. Maïmouna, bonsoir. Voilà, combat Yekini Balla Gaye 2 sur toutes les lèvres. La RTS démarre compte à rebours ce mercredi. Oui, Maïmouna, à 4 jours du combat très attendu entre Yekini et Balla Gaye 2 ce dimanche. C'est parti pour le compte à rebours. Il démarre avec le face-à-face de tout à l'heure dans l'enceinte de la RTS entre les deux lutteurs. Ce sera donc juste
juste après le journal. Et d'ailleurs, la direction générale de la radio-télévision sénégalaise autorise la reprise du signal de la RTS pendant le face-à-face Yekini Balla Gaye 2 à toutes les télévisions qu'il désire. Et sur place, c'est-à-dire au parking de la RTS, où va se dérouler le troisième et dernier face-à-face, les deux lutteurs, Yekini Balla, le promoteur, le CNG et les équipes de la RTS, sans oublier la presse nationale, sont d'attaque pour démarrer ce dernier face-à-face. Et sur place, nous retrouvons Malik Thiandoum. Malik, bonsoir. Bonsoir Koumbadia Khatemar. Voilà, bonsoir, vous allez nous camper le décor. Voilà, tout est fin prêt en ce moment. Donc, comme vous l'avez dit, nous sommes au parking du Triangle Sud. Et en ce moment, j'ai à ma droite Balla Gaye 2, le lion de Guédiawaye. Balla Gaye 2, bonsoir, prêt pour le face-à-face? Oui, je suis prêt. Nous avons également Yahya Diop Yekini qui est sur le plateau. Bonsoir Yahya. Je suis prêt. Voilà, Yahya est également prêt. Le promoteur Luc Nicolaï. Luc, tout est prêt? Tout est fin prêt, Malik. Voilà, donc Yahya Diop Yekini est là. Balla Gaye 2 est également présent. Il était convoqué à 20h15. Il est venu bien avant l'heure. Yahya Diop Yekini, qui était également convoqué à 20h15 également, est venu bien avant l'heure. C'est vous dire donc que tous les acteurs sont venus avant l'heure. Les journalistes également sont venus bien avant l'heure et ils sont au froid depuis presque 1 heure de temps. Il y a un froid glacial qui règne ici, mais cela ne nous empêchera pas quand même d'avoir un face-à-face très chaud entre deux lutteurs de tempérament, entre deux gagneurs, entre deux grands champions, Yahya Diop Yekini, le roi des arènes, et Balla Gaye 2, le lion de Guédiawaye. Donc tout est fait prêt. Les dispositions sécuritaires également ont été prises. Les forces de défense et de sécurité, comprenez par là, la police et la gendarmerie sont à pied d'œuvre également depuis 18h. Donc tout est OK pour le face-à-face qui aura bel et bien lieu ici au Triangle Sud. Merci Malik, à tout à l'heure. Donc tout est fin prêt. Maïmouna, tout le monde est venu à l'heure et tout à l'heure, c'est-à-dire après ce journal, le face-à-face Yekini Balla Gaye 2. Et vous allez voir sur les images un imposant dispositif sécuritaire pris pour pallier d'éventuels problèmes. Les forces de l'ordre ont ceinturé très tôt la RTS. Les quelques curieux qui avaient pris d'assaut la RTS ont tout simplement été renvoyés et l'entrée a été très filtrée. Voilà, Koumbadia Khatemar, face à face donc tout à l'heure. Après ce journal, nous étions en direct avec Malik Thiandoum et les deux lutteurs. Donc après les deux ratés, il y aura un face à face tout à l'heure. Ah, même le 4 avril et le 4 et le 11 avril, des dates qui resteront gravées dans les annales de la lutte sénégalaise. Deux dates, deux face à face entre Yekini et Balla Gaye 2, soldés par un échec. Retour sur ces rendez-vous ratés. René Léon Fonseca. 4 avril, une date historique. Tous les yeux sont rivés vers la ville de Thiès au menu, une journée de lutte et surtout un face-à-face tant attendu entre Yekini et Balla Gaye 2, le combat du siècle pour certains. Au final, la montagne accouche d'une ridicule souris. Excédé par une longue attente qui a duré plus de 45 minutes, Yekini sort de sa voiture, rejoint l'enceinte, pointe un doigt sur sa montre avant de quitter le stade. Au même moment, Balla Gaye 2 fait son entrée et comme à son habitude, le lion de Guédiawaye fait son show. Le fiasco n'a pas pu être évité. 11 avril, second face-à-face entre les deux adversaires. Alors que tout semble calme, les deux camps se livrent à des échanges de propos. Quand tout d'un coup, une bagarre éclate et laisse la place au tohu-bohu. Une salle de conférence transformée en un champ de bataille. Une véritable effusion de sang, l'échec est total. Malgré ces deux rendez-vous ratés, l'espoir est-il permis? En tout cas, une troisième rencontre est prévue dans les locaux de la RTS. Les amateurs vivront-ils un troisième désarroi? Le face-à-face de la dernière chance aura-t-il vraiment lieu?
Réponse dans quelques heures. Voilà, réponse tout à l'heure, Koumba Diakhaté. En tout cas, le CNG a pris toutes les mesures pour que l'événement de ce soir se déroule normalement. Maïmouna, d'importantes mesures prises par le Comité national de gestion de la lutte pour tout simplement sauver le troisième et dernier face-à-face entre les deux lutteurs. Le chargé de communication du CNG de lutte, Thierno Ka, revient ici sur les dispositions prises par le CNG. D'abord, le nombre d'accompagnateurs, puisque la lutte est un sport assez particulier où les lutteurs sont toujours entourés de beaucoup de personnes. Donc, pour ce soir, les lutteurs devront être accompagnés au maximum par 3 personnes, dont le manager. Donc, c'est-à-dire le lutteur viendra avec ou après son manager et accompagné de 2 personnes. Nous avons procédé hier, lors de notre réunion, à un tirage au sort. Et c'est Yekini qui a gagné le tirage au sort, donc il arrive le dernier. Et Balla Gaye est attendu à 20h. Yekini à 20h15 pour que la manifestation puisse commencer à 21h comme prévu. D'accord. Alors maintenant, encore une fois, les aspects mystiques qui créent souvent le désordre sont carrément interdits. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas le droit de rentrer avec quelconque bouteille ou des poudres ou quoi que ce soit. Donc ils viendront faire ce qu'ils doivent faire sans pour autant se verser quoi que ce soit. D'ailleurs, aucun des lutteurs ne sera autorisé à monter sur un podium s'il s'agit d'un podium accompagné de qui que ce soit. Le lutteur seul sera là en compagnie du promoteur, du sponsor et éventuellement du CNG ou de la sécurité. Voilà, Thierno Ka, chargé de communication au CNG, était l'invité de Omar Nying tout à l'heure dans l'édition de 13h. Ce face-à-face donc intéresse les Sénégalais qui se sont prononcés. Ils ont parlé de dans un combat. Du show, mais pas de la violence. C'est ce que les Sénégalais attendent aux 2 lutteurs ce soir. Les férus de lutte se donnent d'ailleurs rendez-vous devant leur poste téléviseur et ils s'attendent à voir du beau spectacle. Ils l'ont fait savoir au micro d'Aramdao. Tout, sauf en tout cas des problèmes. Tout sauf des querelles entre ethnies d'abord. Il faut que donc que ça soit sportif, fair play. ñu ñaan ko te comme Balla Gaye ni mu defoon bële paase mu bañ ko def Yékini tamit même chose. bëri seen bopp ku nekk dafa war a gëm boppam c'est-à-dire que gëm boppam mooy ne liggéey bi ñoo ko moom comme war nañu koo salteel war nañu koo yàq. incha allah gëm naa ne dina nekk face à face bu neex Balla xam naa dina ñëw xam parce que Balla moom ñëpp xamee nañ ko bu ñëwee day tàngal xam neexal laa mu jafe te xale la quoi am na lu muy indi. Je pense que tey face à face bi dina neex trop. ñun nag xoolal non violence la ñu bëgg ci affaire bi Yékini moom ku ko xam ne du yàq làmb Yékini ku ko xam si tranquille lañ ko xamee. Qu'il y ait beaucoup de show mais pas de violence parce que le show fait partie de la lutte. Il y a le promoteur donc pour vendre la lutte les gens ne comprennent pas il faut qu'il y ait du show il faut qu'il y ait du spectacle. 50-50 la que le meilleur gagne. jàmm rek mooy am bu ñu jël affaire bi di ko yóbbu foo xam ne eggu fa lamb la stratégie la Balla Gaye li muy def yëpp stratégie la Yékini li muy def yëpp stratégie la kenn ku nekk di nga jaay nit ñi sénégalais ba sénégalais am fu ñu la féetale mais loolu yëpp stratégie la ñun ñu yàgg suivre lamb xam nañu ne stratégie la peut-être ñeneen ñi lay jaaxal mais combat bu ne am na fi lii du dara day jàll. Voilà, du show, pas de violence, comme les journaux se sont également intéressés à ce face-à-face. Parce que tout simplement, le combat nourrit des passions dans les marchés, entreprises et autres places publiques. Alors, qu'en est-il de la presse écrite? Nos confrères des quotidiens nous font l'écho de la semaine de préparation qui fait l'office de dernière veillée d'armes. Et aujourd'hui, comme l'on devait s'y attendre, c'est le dernier face-à-face entre Balla Gaye 2 et Yékini qui remporte la plume. Seydina Aline Djigo. L'Ambidi et Leewtoo sont unanimes dans l'appellation du face-à-face ce soir entre Balla Gaye 2 et Yékini. Les 2 quotidiens spécialisés en lutte le qualifient de rencontre de la dernière chance. Leewtoo met l'accent sur les mesures prises pour éviter tout débordement. Des policiers seront placés sur les alentours de la RTS. L'entrée dans les locaux de la chaîne sera strictement réservée à la presse, hormis les 2 lutteurs et leurs accompagnateurs, mais on croise les doigts
Il le faut bien car la bataille psychologique s'intensifie à mesure qu'on avance vers le combat. Lambidi nous en donne le là. Nul ne peut m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire, dixit Yekini. Balla Gaye 2 dit aller de ses déclarations d'intention. Je vais attaquer Yekini, je vais le battre en 10 secondes. C'est l'avant-combat, le temps de la guerre psychologique, des hostilités verbales. Dans les deux camps, la ferveur monte, frise l'exaltation et même le fanatisme. C'est pourquoi le choc doit être dépassionné. C'est la conviction de Walfadjri dans sa rubrique sport. Le quotidien pose le débat. Jamais de mémoire d'amateurs ou de chroniqueurs sportifs des agissements ayant engendré des blessés graves ont été notés dans la lutte. Pourtant, l'arène sénégalaise a connu des affiches passionnantes, comme celle entre Robert Diouf et Feu Moussa Diamé, le choc de la peur. Le combat qui s'est terminé par la victoire de Robert Diouf a fait place à un climat fraternel entre les deux lutteurs. Ils se sont rencontrés plus tard pour passer l'éponge, placer leur combat dans un contexte purement sportif. C'est donc à se demander quelle est la source du problème. Walfadjri pointe du doigt les fan clubs. Ils sont à l'origine de la violence que connaît l'arène, en plus d'un manque de perception psychologique de certains lutteurs dont l'entourage manque de repères dans le sport. Et du sport, parlons-en justement de technique, tactique, force et faiblesse, parole aux experts. Moustapha Gueye prédit dans Léoto un combat d'étincelles, le plus beau du siècle, eu égard aux qualités respectives des deux lutteurs. Et quant à l'éventualité d'un nul, l'ancien tigre de face dit non, car Yekini est un lutteur attentiste qui provoque son adversaire dans l'intention de l'induire en erreur. Quant à Balla Gaye 2, il est orgueilleux et il riposte lorsqu'il est provoqué. Prédiction, certitude, plus que 5 jours pour que le monde de la lutte soit édifié. Voilà, et nous terminons compte à rebours par question de lutte. Donc, elle porte sur quoi ce soir, Kumba? Tchakhabal, un mot wolof très prisé par les chroniqueurs de lutte et les amateurs, mais les Sénégalais savent-ils traduire en français cette technique de prise? Voyons leur réponse. Comment on dit Tchakhabal en français? En fait, entre les jambes. Entre jambes? Entre jambes? Entre jambes. Oui. Tchakhabal. Dans la lutte. C'est ça. Comment Tchakhabal? Non, franchement, je connais pas, franchement. Vous pensez que le mot existe en français? Non, vraiment, il n'existe pas. Non, Tchakhabal en français, c'est croque-jambe. Ouais. Bon, traduire Tchakhabal français? Si, bien sûr. Hein? Tchakhabal, non, en français. Non, là, je ne sais pas. Je ne sais pas dire. Vous m'avez pris au dépourvu là. Monsieur? Croque en jambe. Tchakhabal, c'est croque en jambe. Croque en jambe. Tchakhabal wolof la. da nga ko bëgg ñu wax ko ci français. waaw boo ko xamee. Tchakhabal pour ñu wax ko ci français. Ah kooku moom xanaa man dama koy créer. Hein? Noo koy tuddee. Jonglé. Kumba, pour toi, Tchakhabal, c'est quoi? En tout cas, moi, je donne ma langue au chat. Moi, je l'aurais mis entre guillemets dans une phrase. Peut-être à faire un emprunt dans le français. Voilà. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout à Merci l'heure, également. Voilà. N'est-ce pas? Tout à l'heure, donc, en direct sur la radio-télévision sénégalaise, et les autres télévisions peuvent également reprendre le signal de la radio-télévision sénégalaise. Merci d'avoir suivi. Au revoir. Avec la SGBS, développons ensemble l'esprit d'équipe. 150% de bonus vers tous les
les opérateurs sur toutes les recharges. Du jamais vu dans l'histoire du bonus. Tigo vous offre aujourd'hui un super bonus de 150%. Par exemple, rechargez 1000 francs et vous avez 2500 francs de crédit. N'attendez plus, rechargez vite pour profiter de ce super bonus. C'est chez Tigo et nulle part ailleurs. Bonus non transférable. Tigo, exprimez-vous. yaay amuloo ma benn nga fi. ñu ràññee ko jamonoy suñuy maam ba tey caf ko Gloria bu ne